C'est le sujet qui déchire la classe politique depuis 30 ans. L'immigration. 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 Le gouvernement a commencé à défendre une nouvelle loi au Sénat. Parler d'immigration, c'est parler de notre souveraineté. C'est parler de notre modèle républicain. C'est aussi parler de sécurité. À mes côtés ce soir, les représentants des principales forces politiques. Nous sommes convaincus que cette intégration, elle passe d'abord par le travail. La France doit-elle régulariser les travailleurs sans papier? Le dossier est comme ça pour pouvoir le faire travailler. Peut-on être, comme le dit le ministre de l'Intérieur, gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants? comment trouver le bon équilibre entre humanité L'enjeu, c'est sortir de la précarité des dizaines de milliers de personnes et fermeté? C'est un appel d'air à l'immigration illégale. Nous serons au Canada, au Danemark, en Allemagne pour savoir comment font les autres pays. Mohamed Bouafsi donnera la parole à des témoins qui porteront des convictions, mais aussi des colères. On parle de gens qui payent des charges, qui payent leur retraite. Des élus de terrain, des maires nous raconteront le quotidien de l'immigration, les réussites. Je travaille, je gagne ma vie. Et les ratés de l'intégration. Immigration, le grand débat, c'est maintenant. Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour l'événement. À mes côtés ce soir, Mohamed Bouafsi. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Caroline, bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à vous qui avez accepté de débattre à mes côtés ce soir. François Ruffin, vous êtes député la France Insoumise de la Somme. Sonia Agresti-Roubache. Sabrina. Sonia, c'est ma petite sœur. Bon, j'étais pas si loin, je n'étais pas si bien. Sabrina Agresti-Roubache, pardonnez-moi. Vous êtes secrétaire d'État chargée de la citoyenneté et de la ville. Aurélien Pradier, bonsoir. Vous êtes député LR du Lot. Marion Maréchal, vous êtes vice-présidente de Reconquête et tête de liste aux prochaines élections européennes. Nous allons vous entendre longuement, tous les quatre, dans un instant. Mais vous avez écouté les uns et les autres très attentivement le ministre de l'Intérieur. Je me tourne vers vous, François Ruffin. Il évoquait un texte, au fond, il défendait un texte d'équilibre. Sur la philosophie générale de ce texte, qu'en pensez-vous? Je voudrais dire d'abord un mot sur le plateau. On a là Gérald Darmanin, ancien LR, passé à la Macronie. Madame la ministre, ancienne LR, passée à la Macronie. J'ai jamais été LR, vous dites n'importe quoi, j'ai jamais adhéré à aucun... LR officiel. Non, François, est-ce que vous êtes content d'être là? Je suis content d'être là, mais je supporte pas avec Madame Le Pen et M. Bardella qui va passer, on a les droites dans toutes les nuances. On a la gauche, mais je me sens un peu seul, j'espère que je ne dérange pas. J'espère que je ne dérange pas. Vous aurez Yannick Jadot tout à l'heure, je suis sûr que vous serez ravis. Vous aurez Yann Brossa, vous aurez également Nicolas Mayer-Rossignol. Notez la configuration particulière. Bon, maintenant, j'espère bien, gentil avec les gentils, j'ai bien entendu. Maintenant, sur le fond du texte. Sur le fond, qu'est-ce qu'on a? On a un projet de loi qui, quand on le lit et quand on écoute M. Darmanin, c'est du bricolage, c'est du rafistolage pour obtenir des majorités, tantôt au Sénat, tantôt à l'Assemblée, et c'est porté sans vision. Il n'y a pas de vision pour le pays à l'intérieur de ça. Il s'agit de durcir. Bon, moi je pense que le pays, il a des défis à affronter. Il vous dit durcir, mais il vous dit qu'il n'y aura plus d'enfants, par exemple, mineurs, dans les centres de rétention administrative. Il y a des mesures. Il y a beaucoup de promesses. Par exemple, on devrait, plutôt que de se dire on va interdire l'immigration, se dire, elle est là. C'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on fait? On veut un véritable service public de l'intégration. Parce qu'au fond, on a là du désordre dans le pays. On a là du désordre du pays parce qu'on a des centaines de milliers de personnes qui se trouvent ni expulsées, ni autorisées à rester dans une espèce de brouillard, dans un espèce de trou noir, avec du coup des campements, avec des tentes, tantôt à Calais, tantôt porte de la Chapelle, avec des vendeurs de cigarettes à la sauvette. Et il s'agit de rassurer les Français, de permettre à ces gens-là de vivre correctement et de dire pourquoi, avec les défis que nous avons affrontés, un défi démographique, un défi climatique, pourquoi simplement on ne permet pas une pleine intégration dans ce pays par deux biais. Le premier biais... Non, François Ruffin, juste vous enjambez le sujet sur l'immigration. Est-ce que évoquer l'immigration, c'est de droite? C'est être de droite. Est-ce que c'est un sujet dont vous vous emparez d'ailleurs ce soir avec nous? Vous l'avez fait dans Libération ce matin. Est-ce que c'est un sujet qu'il faut regarder en face? C'est un sujet que je regarde pleinement en face. Simplement, je me demande comment faire avec l'immigration. Elle existe. C'est un fait, on l'a dit. Elle existe. Vous savez, en 30 ans, les États ont construit 40 000 kilomètres de murs. L'équivalent de la circonférence de la Terre. Le Brexit a dit, on sort de l'Europe, la Grande-Bretagne, qui est pourtant une île, en faisant le pari que, du coup, on allait diminuer l'immigration. Résultat,
les immigrés ont doublé en Grande-Bretagne. L'Italie de Giorgia Meloni, elle dit, voilà, je vais réduire l'immigration. À la place, qu'est-ce qui se passe? Ça double. Mais non seulement ça double, Madame Meloni vient d'annoncer qu'elle voulait 500 000 immigrés supplémentaires pour faire du travail en Italie. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut avoir une vision qui soit à la fois humaniste et réaliste. Juste une question, ça veut dire qu'à vos yeux, ce texte ne répond pas aux questions qui sont posées? Vous avez dit c'est du bricolage, c'est un texte administratif. On n'a pas ce qui serait nécessaire, la construction d'un véritable service public de l'intégration qui passe par deux biais. Une jambe qui est la langue, il est évident que sur le territoire français, tout le monde doit parler français, et une autre jambe qui est le travail. Comment on s'est intégré dans notre pays depuis un siècle? Comment se sont intégrés les Espagnols, les Portugais, les Algériens, les Marocains pendant un siècle? Ils se sont intégrés par le travail dans le bâtiment, dans les mines, dans la sidérurgie. Ça a coincé dans les années 80 parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu l'industrie qui est partie, qui a produit des délocalisations. Mais on doit renouer avec cette histoire où on fait qu'on s'intègre dans notre pays par le travail. Et en plus, bon, je veux dire, aujourd'hui, on pourrait avoir des producteurs de richesse à la place. On choisit de se dire, non, on va aller laisser bricoler, vivre dans la précarité, dans le mal-être, plutôt que d'aider à accomplir toutes les tâches nécessaires pour le pays. Et on va en reparler du travail et de la question notamment de la régularisation des travailleurs sans papier dans les secteurs en tension. Votre réaction à ce qui vient d'être dit, Marion Maréchal? Alors, j'ai un point d'accord et un gros point de désaccord. Le point d'accord, c'est que c'est en effet une loi qui, selon moi, est une petite loi qui passe à côté de l'essentiel. Mais le désaccord, c'est évidemment que ce n'est pas pour les mêmes raisons que M. Ruffin. Ça ne va pas vous surprendre. C'est-à-dire que je considère que c'est un texte qui a quelques petites mesures pour faciliter l'éloignement, et en l'occurrence, à juste titre, dans des cas très particuliers pour des personnes en situation illégale. Mais c'est un texte qui passe complètement à côté de la question centrale, qui est pour moi d'abord le découragement à l'immigration et la réduction à l'immigration en amont. En fait, il ne pose pas la question de l'attractivité de la France pour les candidats à l'immigration. Et je pense en cela qu'il ne traite pas malheureusement suffisamment, voire quasiment pas du tout, de la question de l'accès à la nationalité, de la question de la nature aujourd'hui et du dévoiement du droit d'asile, de la question de l'accès aujourd'hui beaucoup trop généreux à notre État-providence, qu'il s'agisse d'ailleurs des personnes légales ou illégales, de la politique aujourd'hui. Vous devez être satisfaite du coup. Mais du coup de la politique également des visas. Et je précise, et c'est ce qui m'inquiète, qu'aujourd'hui, il y a 3 pays du Maghreb qui représentent 50% des visas qui sont accordés, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, qui échappent complètement à cette loi, puisqu'ils bénéficient d'accords dérogatoires avec la France. Donc je crains qu'une fois de plus, il y ait une forme de mensonge à expliquer que cette loi va tout révolutionner. Et je suis d'autant plus dubitative qu'aujourd'hui, on a, je finis avec ça, le réflexe en France de faire des lois chaque fois, en l'occurrence après l'affaire Dominique Bernard. Mais sachez quand même, et les Français doivent le savoir, qu'en l'état actuel du droit, les expulsions n'ont déjà pas lieu là où elles devraient avoir lieu. Donc je considère, pour faire simple, que ce gouvernement n'a aucune crédibilité et légitimité aujourd'hui pour porter ce projet de loi. Vous avez entendu ce qui a été dit aussi, cette allusion à l'Italie. Dans l'opposition, c'est facile, quand on arrive aux responsabilités, de dire on va faire comme ci, on va faire comme ça, on va fermer les frontières. Quand vous voyez ce que fait Giorgia Meloni lorsqu'elle est arrivée aux responsabilités, en faisant avec les règles européennes notamment, vous dites c'est pas très intéressant. C'est un peu plus compliqué que prévu, très intéressant ce qui se passe en Italie pour une raison simple, c'est que l'Italie, je ne vais pas vous l'apprendre, est un pays de transit pour des raisons géographiques. Elle est la porte d'entrée. Pour l'essentiel, d'ailleurs, on l'a vu à Lampedusa, vos propres confrères en ont rapporté les témoignages des migrants clandestins qui souhaitent essentiellement aller en France. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en France, ils vont pouvoir arriver sur le territoire, probablement être régularisés, bénéficier du regroupement familial, leurs enfants seront scolarisés, leurs soins seront pris en charge, ils seront logés aux frais du contribuable. Et donc, pour toutes ces raisons, évidemment, ils avancent. Et je dirais que pourquoi également Mme Meloni est victime de cette politique? Parce qu'un certain Gérald Darmanin... Elle est victime de la politique d'attraction de la France. La France est l'un des pays qui, en proportion de sa population, attire le moins en Europe. Il n'y a que la Slovaquie qui, en proportion de sa population, attire moins aujourd'hui que la France. Pourquoi? Parce que Gérald Darmanin, en l'occurrence, a fait partie de ces ministres qui, au moment où Giorgia Meloni tentait de fermer ses frontières aux mafias de passeurs, a accueilli l'Ocean Viking, ce bateau de clandestins à Toulon, contribuant évidemment à faire un appel d'air phénoménal dans les pays candidats à l'immigration. Aurélien Pradier. À la différence de François Ruffin, je suis très heureux d'être là. Je pense qu'il est ravi d'être là, ça se voit pas tout de suite, mais il est ravi. Ça se voit après quelques minutes. D'abord parce que nous ne serons pas tous d'accord sur le sujet. Mais j'ai une différence avec ce qui a été dit jusque-là. Ce sujet de l'immigration est un sujet absolument fondamental qui dépasse la question de l'immigration. Cette question de l'immigration, c'est la question de notre souveraineté. Et c'est une question que nous devons partager. La question de l'immigration, c'est la question de la maîtrise d'un destin commun, de notre cohésion nationale. Et la réalité est que les temps ont changé.
Qui aujourd'hui peut ignorer qu'en volume, l'immigration n'est plus celle que nous avons connue, y compris dans mon département, avec d'autres nationalités par le passé? Qui peut ignorer aujourd'hui que cette immigration non contrôlée représente une menace non seulement pour notre nation, mais aussi pour ceux qu'on ne sait plus bien accueillir? Moi, je suis toujours frappé, parfois même étonné et consterné de voir que ceux qui créent la générosité de l'accueil de tout le monde sont ceux qui constatent aussi que nous ne sommes plus en capacité aujourd'hui de bien accueillir chacun de ceux qui viennent de l'étranger. Mais j'ai une interrogation. C'est que depuis désormais 6 ans que je suis député, je me suis convaincu que les défis étaient tellement grands que la politique des petits pas était une politique de lâcheté. Cette loi, c'est un petit pas. Or aujourd'hui, le défi est tellement grand que nous ne pouvons plus nous contenter de petits pas. Gérald Darmanin, quoi un grand pas sur l'immigration? Un grand pas, ce serait notamment de réformer notre Constitution et de permettre à la Constitution de la République d'être armée pour notamment tenir tête au droit européen. Et on peut chercher des excuses, y compris à Giorgia Meloni, qui a quand même passé des mois à ne pas se chercher d'excuses. La vérité, c'est qu'elle a échoué, elle aussi. Et nous devons prendre un chemin différent. D'ailleurs, je crois même qu'au-delà de nos différences idéologiques, cette idée que la France reprenne la main sur qui rentre et qui ne rentre pas, sur qui doit être expulsé. Peut-elle le faire? Bien sûr qu'elle peut le faire. Et c'est là qu'il y a une forme de démission, y compris de ce gouvernement, qui tente de, pardon mais je vais le dire comme je le pense, de nous distraire. Ce que nous allons évoquer après sur l'article 3, celui de la régularisation des secteurs de non-tension, est important, mais ce n'est pas le sujet central. L'AME, c'est important, mais c'est pas le sujet central. Ceux qui sont là, vous verrez, c'est central. Bien sûr que ça l'est, mais nous sommes des responsables politiques qui, Caroline Roux, avons vocation aussi à chercher l'intérêt général. Je considère aujourd'hui qu'il nous faut passer par la réforme de la Constitution. Il nous faudra traiter les sujets les uns après les autres. Pour s'extraire de quelles règles européennes? De Schengen? Pas pour s'extraire des règles européennes, pour réaffirmer la primauté de nos règles. Prenons un exemple très concret. Lorsqu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur le disait tout à l'heure, nous voulons expulser un individu délinquant, voire un individu dangereux. Il se trouve que nous ne pouvons pas le faire, non pas parce que, et Gérald Darmanin ment de manière éhontée lorsqu'il le dit, parce que la loi ne le permet pas, mais parce que dans bien des cas, la jurisprudence européenne vient casser des décisions que nous prenons sur notre sol. Au nom de la protection des droits humains. C'est dommage qu'Éric Ciotti ait refusé la proposition de référendum d'initiative partagée en début de semaine. Pas au nom de la protection que vous évoquiez, mais au nom d'un droit européen qui est la protection de la vie privée. Oui, mais pardon, il faut faire des choix. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas s'extraire de cette protection fictive de la vie privée pour un délinquant ou un terroriste en puissance, ou laisser se propager sur notre pays, dans notre pays refuse le référendum d'initiative partagée que nous avons proposé en début de semaine? Je regrette, madame. Vous savez très bien que ce gouvernement ne veut pas faire de référendum. Pourquoi ne pas s'emparer des outils qui existent? Je regrette, madame Maréchal Le Pen, que vous n'ayez pas appris du temps où vous étiez député. Nous sommes prêts à avoir toutes les dispositions possibles, sauf qu'un référendum d'initiative... Alors peut-être que pour les gens qui vous regardent, il faut résumer les épisodes précédents. Vous avez proposé un référendum d'initiative partagée. Vous étiez favorable? Avec une telle hauteur. Je crois même vous-même que M. Pradier, vous aviez proposé... Il n'y a pas de hauteur. Il n'y a pas de temps, vous aviez proposé cela. Je vais vous répondre. Et aujourd'hui, ce gouvernement ne veut pas faire de référendum. Il n'y a pas de hauteur dans ce que je vous dis. Je vous rappelle simplement les règles. Pour être très précis, on va avancer ensuite. L'article 11 de la Constitution, que vous connaissez donc très bien, précise les champs dans lesquels on peut faire un référendum. C'est important de le dire parce que parfois on véhicule des fausses idées. Je sais où vous allez en venir. Dans ce champ-là, il n'y a pas la possibilité de raccrocher la question de l'immigration. Non, c'est une vérité. Chacun pourra le comprendre. Alors on va passer sur des questions institutionnelles. Disons les choses simplement. Vous ne voulez pas avancer dans le même sens sur ce sujet-là. C'est une excuse politique. Il y a eu une proposition politicienne des LR pour ne pas avoir évidemment. Permettez-moi calmement de vous dire, je suis favorable à un référendum, mais simplement, comme c'est un sujet sérieux, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Mais surtout, on se demande bien la question que vous allez leur poser aux Français, s'il fallait faire un référendum sur l'immigration. Et d'ailleurs, c'est tout le débat que nous devons avoir. M. Ciotti lui-même, en août dernier, a appelé un référendum sur l'immigration. Vous aurez remarqué que changez d'avis. Vous parlez du référendum d'initiative partagée. Vous laissez les deux terminer sur le référendum. Je me tourne vers vous, Sabrina. Oui, voilà, c'est la bataille des droites. Sans celle qui n'a jamais été. Sur la question, parce qu'il y a quand même des gens qui vous regardent ce soir et puis ils entendent parler de référendum sur l'immigration. Ils entendent parler du référendum sur l'immigration. Et c'est vrai que le président de la République a donné le sentiment de vouloir ouvrir la voie à un changement des règles sur l'organisation du référendum. C'est l'article 11, on rentre dans les détails de la Constitution. Il n'y a aucune chance que ça se passe. Donc c'était une manœuvre politicienne. Non, on ne peut pas... Enfin, dès que le président de la République dit quelque chose, alors ou c'est une manœuvre ou une manipulation, enfin... Et là, c'est trop tard. Non, c'est jamais trop tard pour dire qu'on peut penser...
qu'à un moment donné, c'était pas probablement une bonne idée. Moi, je l'avais dit, alors je vais vous dire, quand j'étais députée, il y a encore quelques mois, que j'étais favorable, moi, à ouvrir la discussion, enfin le référendum, sur les sujets de société, et pourquoi pas l'immigration. Donc c'est exactement ce que le président de la République vient de dire. Et juste pour revenir sur quelques sujets qui ont été évoqués. Donc non, je n'ai jamais été LR de ma vie, je n'ai jamais eu une seule carte. Non, mais c'est pas grave. C'est juste que je n'aime pas. C'est assez rare, mais ce n'est pas une tare. Monsieur le député, vous savez, pour ceux qui me connaissent un peu, non. C'est juste que je ne supporte pas qu'on dise des choses fausses. Donc je rectifie, mon seul engagement a été avec le président de la République et ça continue. Et ça ne m'empêche pas d'avoir beaucoup d'amis chez les LR. Une fois que je vous ai dit ça, et merci d'avoir rappelé aussi ce qu'a apporté l'immigration portugaise, espagnole, algérienne, ce qui était mon père. Donc plusieurs choses. C'est que c'est quand même incroyable. On a une loi qui est très, très favorablement poussée par les Français. Donc, les Français sont d'accord sur une loi sur l'immigration et les seuls qui ne sont pas d'accord, c'est les partis politiques. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que pour une fois, on essaie probablement d'être à la hauteur. Alors, pour reprendre, juste je termine sur quelques mots sur ces sondages-là. Non, mais les Français veulent une réduction de l'immigration. Non, mais ce texte permet pas une réduction de l'immigration. Si vous me laissez terminer, je vous promets que vous aurez toutes les réponses. La première chose, c'est est-ce qu'on peut, dans un pays comme le nôtre, 6e puissance mondiale, en 2023, à un moment important, on va dire, de l'histoire géopolitique. On voit bien que de partout, ça devient compliqué dans le monde. On peut accepter d'avoir des travailleurs qui travaillent, ce sont des travailleurs illégaux. Moi, je pense qu'il faut régulariser. Donc ça, c'est la première chose. Et notamment dans les métiers, vous savez, je rejette complètement le fait qu'on me dise « oui, mais alors, on prend le travail des autres ». Non. Les travaux qui sont pris parce que on leur propose de travailler de manière, non mais je vous dis de manière illégale, de manière illégale, et je suis pour qu'on les régularise. Pourquoi ? Parce que par le travail, on réussit. C'est l'histoire de ma famille. On réussit par le travail à s'intégrer. On réussit par la langue française à être autonome, à ne plus dépendre de qui que ce soit. Et surtout, quelque chose d'important dans cet article maintenant 4 bis, puisque c'est le 3 qui a été zappé dans la discussion. Alors, on va dire qui a été réécrit et on le retrouve ailleurs dans les articles. Les LR et le gouvernement, d'ailleurs. Juste une chose, c'est que ce n'est plus l'employeur, parce que c'était la circulaire Valls, ce n'est plus l'employeur qui décide pour son employé de demander ou pas une régularisation. Et je trouve que sur le plan humain, sur le plan intellectuel, sur le plan philosophique, c'est une grande avancée. L'autre chose... Alors, vous voulez bien garder l'autre chose pour après, parce que je voudrais qu'on retrouve Mohamed Bouafsi, parce que justement, il est aux côtés d'un employeur, il est aux côtés d'Alain Fontaine, restaurateur. Oui, Caroline. Alain Fontaine, vous avez 65 ans, vous êtes le chef propriétaire du Mestera à Paris, Mesturé à Paris. On vous a exfiltré de vos cuisines ce soir, je pense que vos clients sont pas contents, mais en tout cas, vous vouliez réagir ce soir, notamment à ce fameux article 3 qui a été rejeté hier par le Sénat avant une potentielle réécriture permettant la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Et je crois que ça vous met vraiment en colère. Ça me met en colère parce qu'on est passé d'un enjeu de société qui est un enjeu de société pour les 40 ans à venir. On ne parle pas de nous, on parle de nos enfants et de nos petits-enfants. Un enjeu de société, un enjeu politique avec du clientélisme et électoraliste. Et ça ne nous plaît pas beaucoup parce que nous, les chefs d'entreprise, c'est compliqué d'avoir sous ces métiers en tension, dont la liste des métiers en tension n'est pas encore définie. Elle sera définie une fois que la loi sera promulguée. Mais en tout cas, oui, ça nous met en colère parce qu'il y a une grande hypocrisie derrière tout cela, puisque l'on sait très bien que dans plein d'activités, vous avez des gens issus de l'immigration et qui sont régularisés, mais vous avez également des gens qui ne sont pas régularisés et qu'on emploie quand même et qu'on essaie de régulariser. Et régulariser des gens sans que la loi soit mise en place, c'est, comme le disait madame, c'est très compliqué. C'est très compliqué. D'ailleurs, vous avez été le premier, officiellement à la télévision, à dire « j'emploie » des travailleurs sans papier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, mais vous avez certains de vos collègues qui emploient encore des travailleurs sans papier. Ah mais oui, il y en a obligatoirement, puisqu'on a des grands besoins, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais il y a une désaffection de nos métiers, parce qu'il y a un changement de société. On parlera peut-être des faux clichés dont on nous parle toujours, mais c'est pas la réalité. La réalité, c'est que nos métiers aujourd'hui, si vous n'avez pas la passion de ce métier, si vous n'avez pas l'envie de ce métier, les gens ne le font plus. Et évidemment, on a de moins en moins de candidats dans nos restaurants. Et par conséquent, il faut faire appel à d'autres sources. Et là, on a des gens qui rentrent en France, qui sont en France et qui souhaitent s'intégrer en France et qui souhaitent travailler en France. On ne vient pas
comment vous dire cela, on ne vient pas du fin fond de l'Afrique subsaharienne, où vous avez une durée de vie très courte par rapport à nous, où une maman qui va avoir 2 enfants, elle sait que dans les 5 ans à venir, il y en a un qui partira. Alors je vais vous dire, ils préfèrent prendre la mer avec tous les risques qu'il y a pour avoir une vie peut-être meilleure, mais surtout pas rester dans le désert pour en mourir sûrement. Je vous voyais réagir aux propos de Marion Maréchal Le Pen ce soir. Si vous prenez la parole aujourd'hui dans l'événement sur France 2, c'est pour expliquer que les Français ne veulent pas travailler dans certains métiers difficiles. On vous écoute. Oui, il y a des métiers maintenant. L'immigration a toujours existé. C'est depuis longtemps. Ça fait 150 ans que ça existe. Et ça existe dans tous les pays du monde. Aujourd'hui, on est en train de parler d'un problème franco-français. Mais dans tous les pays, et j'ai des confrères à l'étranger, ils ont le même sujet. Il y a des métiers qui sont que les gens d'origine, de souche, mais de toutes les origines, ne veulent plus faire. Donc c'est dans les hôpitaux. Quand vous allez dans les hôpitaux et qu'on vous prend en charge, vous êtes pris en charge par des gens issus de l'immigration et personne ne dira le contraire, et certains sont sans papier. Quand vous emmenez vos parents à l'EHPAD, vous les confiez à qui ? Vous le voyez bien, c'est les gens souvent issus de l'immigration et certains sont sans papier. Ça ne vous dérange pas non plus. Quand vous emmenez vos enfants en périscolaire, beaucoup sont des gens qui sont issus de l'immigration et certains sont sans papier. Ça ne dérange pas. Quand vous allez dans un restaurant pour vous amuser avec vos amis, manger le samedi soir, le dimanche midi, toute la semaine et toute la saison, et en été et en hiver, vous êtes servi par des gens issus de l'immigration qui sont régularisés et d'autres qui ne le sont pas. Et ça ne dérange pas. C'est-à-dire que où je me mets en colère, c'est l'hypocrisie qu'il y a autour de l'immigration. L'immigration est un gros problème. Moi, je reste dans mon couloir de nage. Je suis chef d'entreprise et comme les chefs d'entreprise dans toutes les activités, on a un vrai problème par rapport à ça et il faut nous aider. L'article 3 était bien. Alors maintenant que l'article 3 a été retoqué, il y a peut-être... Ça permettra de remettre les chefs d'entreprise quand même au centre du débat et aussi les préfets. Merci beaucoup Alain Fontaine. Il y a quelqu'un qui vous a écouté très attentivement et qui est avec nous en direct ce soir, c'est Jordan Bardella. Merci d'être avec nous. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit. Ils ont besoin, dans les cuisines et ailleurs, pour les aides à domicile, etc., de régulariser ces travailleurs sans papier qui travaillent d'ores et déjà, là précisément, dans le cas précis dans les cuisines. Oui, mais c'est toute la perversité de cet article 3 qui mélange la régularisation des clandestins et un appel d'air pour l'immigration massive que va constituer cette mesure, dont on sait qu'elle reviendra à l'Assemblée nationale puisqu'elle est défendue par le gouvernement et par la majorité relative d'Emmanuel Macron, et les étrangers en situation légale que l'on a fait venir dans notre société et qui, c'est vrai, peuvent ponctuellement combler un certain nombre de manquements et de demandes parce qu'on a effondré les moyens dans un certain nombre de domaines. Je prends par exemple la santé, quand on fait venir des médecins étrangers parce que les gouvernements qui se sont succédés ont mis en place un numerus clausus. On ne parle pas là de clandestins, on parle là d'étrangers en situation légale qui travaillent et qui bien souvent ne posent pas de soucis à la collectivité nationale. C'est vrai aussi avec les soudeurs qu'on fait venir des États-Unis pour réparer une filière nucléaire que les différents gouvernements successifs ont contribué à effondrer. Donc c'est toute la perversité de cet article 3. Et moi j'affirme que... Oui, ce qui a été dit aussi, excusez-moi, je vous ai coupé, mais ce qui a été dit aussi, c'est qu'ils ne trouvaient pas de main-d'œuvre. C'est le propre des secteurs en tension, c'est qu'ils ne trouvent pas de main-d'œuvre. Madame, on parle là de 360 000 métiers en tension. Et la différence entre le gouvernement et l'opposition que je représente ce soir, c'est que nous souhaitons nous retrousser les manches et porter l'ambition de la revalorisation des filières manuelles, des filières professionnelles par l'intermédiaire de l'école, du système de formation, de permettre aussi, parce que ce sont des métiers qui sont souvent mal payés, un coup de pouce salarial et une augmentation de 10% des salaires de l'entreprise exonérés de charges pour les patrons, et de permettre par exemple d'augmenter l'offre de logement pour les travailleurs saisonniers sur les métiers type de la restauration, de l'hôtellerie qui appellent beaucoup de jeunes, notamment lors de la période estivale. Moi j'affirme que ce texte va organiser l'un des plus grands appels d'air de la Ve République française. Parce que c'est une prime à l'illégalité. En faisant venir des gens dans notre pays, à qui on dit « vous pouvez violer les lois de la République française, vous maintenir illégalement sur le sol de la République française », eh bien c'est une prime à l'illégalité et c'est surtout un appel d'air et c'est encore plus insultant pour des gens qui, en France, payent l'impôt,
payent l'URSSAF, déclarent leurs revenus, pour les patrons qui déclarent leurs salariés et qui, eux, sont soumis à un certain nombre de contraintes auxquelles ces clandestins ne seront pas soumis. Et puis au-delà de ça, l'immigration, c'est pas juste des variables économiques, c'est aussi des gens qui viennent avec des mœurs, des coutumes, des modes de vie. Or, je crois que ça fait 30 ans que la France prend sa part et qu'il est temps aujourd'hui de mettre en place la fermeté zéro à l'égard de l'immigration et de l'immigration clandestine. Merci beaucoup Jordan Bardella d'avoir été avec nous. Sur le rapport au travail, sur la main-d'œuvre, on a entendu ce qui a été dit à l'instant. On entend aussi qu'il faudra augmenter les salaires si on ne voulait pas avoir de problème de main-d'œuvre. Ouais. J'entends Jordan Bardella et c'est intéressant. Il s'intéresse au sort des travailleurs seulement pour taper sur les travailleurs étrangers. Moi, quand nous, on se bagarre pour l'indexation des salaires, sur l'inflation et pour que les travailleurs français et immigrés sur notre territoire ne perdent pas de salaire comme ça se fait depuis 3 ans, il n'y a pas Jordan Bardella pour voter ça. Quand je me bagarre sur le statut des femmes de ménage à l'Assemblée nationale, je n'ai pas les gens du Rassemblement national pour se bagarrer là-dessus. Quand je me bagarre sur les salaires et les horaires des auxiliaires de vie, que ça soit dans le Vimeux ou ce sont des femmes du coin, ou quand ce sont à Paris où ce sont pour beaucoup des femmes immigrées, j'ai pas Jordan Bardella à mes côtés pour mener ces batailles-là. Et à la place d'opposer cette France des villes et cette France des campagnes, cette France des bourgs et cette France des tours, moi, je cherche quels sont les intérêts communs. Et il est évident que là, il y a un intérêt commun, c'est comment on améliore le statut et le revenu. Mais est-ce que vous êtes à l'aise avec l'idée des régularisations des travailleurs sans papier? Je pense, ce que a dit monsieur tout à l'heure, ce restaurateur, relève du bon sens et de la décence. Moi, dans mon quartier, c'est un travailleur sans papier qui était boulanger et qui fabriquait le pain des Français. J'ai rencontré un jeune apprenti plombier dont le patron voulait l'embaucher comme salarié ensuite, mais c'était la croix et la bannière avec des tonnes de papier à remplir et il a abandonné. C'est des éleveurs laitiers qui veulent recruter de la main-d'œuvre des quartiers et qui se retrouvent en grande difficulté aujourd'hui. Mais on pourrait dire que c'est de la main-d'œuvre à pas cher. Eh bien, je vais vous répondre, moi, quel est mon raisonnement plein et entier? Je suis pour que tous ceux qui sont sur le territoire français travaillent, pour qu'ils puissent travailler. On régularise tout le monde. Pour qu'à la place de vivre dans un trou noir, dans le brouillard, et du coup que ça mette du bazar, qu'ils puissent vivre de leur travail. Ça veut dire que tous ceux qui sont sur le territoire français ont vocation à être régularisés. Oui. Et ils ont vocation à participer à l'effort de la nation pour accomplir des tâches. Là où je dis stop, là où je mets une limite, c'est laquelle? Je ne veux pas qu'on aille chercher. Je ne veux pas qu'on aille chercher de la main-d'œuvre. Oui, je ne veux pas qu'on aille chercher de la main-d'œuvre. Or, je le dis parce que c'est une petite musique que j'entends. Quand je vais au congrès des EHPAD, il y a peut-être que face au manque de soignantes, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ou devoir faire? C'est faire venir des soignantes subsahariennes. Je suis contre. Quand j'entends que sur les auxiliaires de vie, peut-être que ce qu'il faudrait faire, c'est faire venir des femmes marocaines, je suis contre. En revanche, je suis pour. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Non, c'est là la limite du raisonnement, François Ruffin. C'est qu'en réalité, c'est pas ce qui se passe. Le raisonnement qui s'applique aujourd'hui, et c'est là que j'ai, moi, une difficulté avec ce que j'ai entendu. On a tous dans nos territoires ces réalités de secteurs d'activité qui ont besoin de recruter. Enfin, il y a quand même un discours, mais qui est assez peu respectueux, y compris des personnes que nous allons accueillir. Quel est l'avantage d'avoir des personnes en situation illégale dans son entreprise? C'est qu'elles ne sont. Là, on vous propose qu'elles soient légales. Mais ça ne changera rien. Parce que la réalité, elles cotiseront pour la retraite, pour la sécu, pour les accidents du travail. C'est qu'aujourd'hui, dans ces secteurs-là, cette main-d'œuvre-là tire aussi les salaires vers le bas. Et pardon de le dire que par certains secteurs... Ils sont régularisés, vous savez très bien, vous êtes quand même député, vous savez ce que ça veut dire quand même des lorsqu'ils seront régularisés, il se trouve que ces secteurs-là auront beaucoup moins... ils dépendront plus de leur employeur, je trouve ça... Ces secteurs-là, vous méconnaissez cette réalité, ces secteurs-là auront beaucoup moins d'intérêt... Aussi bien que moi, sûrement. Ces secteurs-là auront beaucoup moins d'intérêt à aller chercher cette main-d'œuvre parce que comme elle n'est pas en situation illégale, elle ne sera pas tordable à peu près à volonté. Mais je veux insister sur un point. Je veux insister sur un point, Caroline. Ce que je ne comprends pas, c'est la discussion totalement binaire sur ce sujet. Personne, peut-être à une exception près autour de cette table, n'a considéré que nous allions
fictivement fermer les frontières de ce pays. Ce que nous avons demandé chez les Républicains, c'est que... Oui, je l'ai compris, que vous vouliez fermer les frontières du pays. Contrairement à vous qui défendez des circulaires qui permettent la régularisation par les préfets. Vous avez raison, Madame Le Pen, de Sénat. proposer aux Français des choses irréalisables. Moi, je vais me contenter de proposer des choses réalisables. Dans les choses réalisables, il y a cette idée de reprendre le contrôle sur cette immigration liée au travail. Ce que je veux dire concrètement, le Danemark, par exemple, le fait très bien. Permettez-moi de le préciser. Vous savez pourquoi je vous coupe? C'est parce qu'on y sera au Danemark. Et on va entrer dans le détail. Moi, je voudrais que vous retourniez. Retournez-vous. Je conclue simplement mon propos d'un instant. Je vous assure. On parle depuis le début de cette émission. Si vous permettez juste que je termine ce point-là. 25% de notre immigration, aujourd'hui, de nos régularisations, sont liées au travail. Tout le reste, c'est l'immigration liée à la famille, et notamment au regroupement familial. Non, c'est pas vrai. 75 et 25. Alors, vous savez quoi? Je vais mettre tout le monde d'accord. Vous ne connaissiez pas les chiffres. Si, je les connais mieux que vous, c'est 36%. Le vrai sujet, c'est l'immigration liée à la famille et au regroupement. Il n'y a pas que le regroupement familial. Non, mais c'est un vrai problème qu'un membre du gouvernement méconnaisse cette réalité. 75%, Madame la secrétaire d'État, 75% des régularisations liées à la famille. Je ne vous parle pas liées à la famille. Dans le bloc de la famille, il y a le regroupement familial qui n'est pas le tout. Alors, écoutez-moi, là on tourne en rond, ça sert à rien. Excusez-moi, ça sert à rien. Non. Alors en fait, il y a un truc qui est très compliqué à comprendre, c'est que sur cette table, pour le coup, jusqu'à la fin de l'émission, à un moment donné, c'est moi qui vais donner les consignes. Je suis désolée, c'est peut-être pas très agréable, mais derrière vous, il y a Didier Lesky et on va faire le clair sur les chiffres. Mais je vous disais tout à l'heure, retournez-vous parce qu'on parle des travailleurs sans papier. Je voudrais me tourner vers Mohamed Bouafsi, qui est aux côtés d'Ibrahima. Oui, c'est assez rare, Caroline, de voir à la télévision, messieurs, dames, un travailleur sans papier qui est venu prendre la parole. C'est un risque pour Ibrahima. Vous avez 34 ans, vous avez une fille, vous avez un lien particulier avec Paris. Et comme François Ruffin, vous êtes fan de football, mais pas de la même équipe. Oui. Ibrahima est fan du PSG, il aime flâner à Paris sur ses jours de repos. Et chacun ses défauts. Vous êtes parti... Ibrahima, vous êtes parti de Guinée. Oui. Pourquoi vous avez décidé de partir, de fuir votre pays? Voilà. Bon, c'est une très bonne question par rapport à ce sujet. On a eu des conflits. Moi, j'ai eu des conflits chez moi, en Guinée, avec la famille. Et par rapport au problème familial, et c'est à cause de ceci-là, moi, je me fuis dans mon pays jusqu'en France ici. Et j'ai rencontré beaucoup de difficultés, la retour avant d'arriver en France ici. Vous êtes passé par le Mali, l'Algérie, le Maroc, et vous avez fait appel à des passeurs pour passer en Espagne. Bien sûr, mais avant d'arriver, d'abord, c'est une grande tragédie. Et arrivé au Maroc, on a subi beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés avant d'arriver en Espagne. C'est en Espagne aussi, je suis venu en France. Mais avant d'arriver en France ici, j'ai rencontré beaucoup de difficultés aussi. Avant d'arriver ici, j'ai été expulsé plus de 3 fois pour ne pas rentrer en France. Voici. Vous êtes arrivé en 2018, ça fait 5 ans que vous êtes en France. C'est quoi votre quotidien depuis 5 ans et c'est quoi votre travail pour l'expliquer à nos invités? Mon quotidien en France ici, il n'y a que de travail. Il n'y a que de travail. Du lundi au samedi, moi, je travaille. Depuis que je suis rentré en France ici, ça fait 5 ans. Ça fait 3 semaines maintenant là, que moi, depuis que je suis rentré en France ici, que j'ai pris un petit congé. En 3 semaines, quand on a commencé ce grève avec la CGT. Sans la CGT, on n'aurait pas d'être irrégularisé. Vous m'avez dit que vous partez de la maison à 3h du matin, vous rentrez à 22h. C'est quoi votre travail, votre métier? Moi, je travaille dans la logistique, au niveau des rinsistes, dans les fruits et légumes. Et bon, nous, on se réveille à partir de 3h du matin et pour arriver 1 heure en avance au boulot, pour attendre à 8h de commencer le boulot. Tu sais à quelle heure que tu commences le boulot, mais tu ne sais pas à quelle heure que tu vas finir. Tu peux faire 8h, 10h, 12h, jusqu'à 13h du boulot. Et vous m'avez dit, j'ai envie de parler à ces invités, notamment à ceux de la droite et ceux de l'extrême droite, qui disent aujourd'hui, il ne faut pas vous régulariser, vous, Ibrahima. Vous avez envie de leur dire quoi? Ils sont là devant vous. D'aujourd'hui, la détenue devait essayer de le comprendre ceci. Sans les travailleurs sans papier ici, ou sans les immigrations en France ici, ça doit être très, très difficile. Ils n'ont qu'à essayer de comprendre avant de quitter chez eux d'abord pour aller au Sénat. C'est des travailleurs qui sont allés là-bas pour aller nettoyer. Vous dites qu'au Sénat et à l'Assemblée nationale, ce sont des travailleurs sans papier? Des travailleurs sans papier qui devaient être là-bas pour nettoyer le coin avant d'être là-bas pour travailler. Avant d'être au coin. S'ils peuvent essayer de le voir le matin, un jour ou bien demain, ils n'ont qu'à essayer de se lever à partir de 7h du matin, à 4h du matin pour sortir. S'ils vont voir un petit Français dehors pour ce moment. Il n'y a que des immigrés qui se trouvent en ce moment.
pour les vidanges des poubelles, les restaurations. Le monsieur parle tout de suite de l'endettement qu'il a fait, des appels d'offres pour le moment, l'endettement. Depuis en ce moment, qui est là pour avoir se répondre à ces appels d'offres? Il a besoin de main-d'œuvre. Il n'y a personne. Il n'y a personne pour répondre. Il n'y a que des immigrés qui sont là, les sans-papiers qui sont là. On n'a pas parlé pour régulariser tout le monde, mais la CGT sont derrière les travailleurs sans-papiers. Et vous m'avez dit, j'aime la France et je veux rester en France. Bien sûr. Mon avenir est en France. Oui. J'aime la France, je veux bien rester en France, je veux bien m'adapter de plus en plus encore, si la France me accepte, de rester toujours. Alors, merci pour ce témoignage et d'avoir le courage d'être là sur ce plateau ce soir, Marion Maréchal. Oui, alors j'aimerais vous répondre, mais je ne sais pas trop comment me positionner. Regardez-le, je vous en prie. Voilà, alors cher monsieur, alors déjà je tiens à dire que moi je n'ai rien contre vous et j'entends votre histoire. Moi, ceux à qui j'en veux aujourd'hui, ce sont les responsables politiques. Oui. Mais il faut comprendre quand même, et ça je pense que dans votre pays comme dans le nôtre, il y a des règles. Il y a des lois. Et le rôle quand même des responsables politiques, c'est de faire en sorte que les lois et les règles soient respectées. Et qu'une régularisation, c'est une récompense faite à la violation de la loi française, que ce soit par la personne qui est arrivée ou qui s'est maintenue illégalement sur le territoire, ou à l'employeur qui a employé illégalement une personne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, et là, c'est pour rejoindre le sujet de tout à l'heure, vous me dites, il n'y a que les personnes sans papier qui acceptent. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, hein, parce que vous savez, même dans la restauration, aujourd'hui, 80% des emplois sont assurés par des Français. Donc, il y a quand même manifestement des Français qui ont envie de faire ce travail. Et surtout, ça fait 40 ans aujourd'hui qu'on nous explique qu'il y a des métiers en tension, donc on recourt à l'immigration pour pallier à ces métiers en tension, et ça fait 40 ans que ces métiers sont toujours en tension. Ce qu'il faut que vous sachiez, une fois de plus, ce n'est pas personnel contre vous, c'est qu'en France, dans ce pays, il y a aujourd'hui 5 millions de chômeurs. Il y a 2 millions de personnes au RSA. Il y a 3 millions de jeunes en âge de travailler qui aujourd'hui n'ont aucune activité. Et donc, un pays digne de ce nom, la première chose à faire, c'est d'abord de faire en sorte que ces personnes retournent à l'emploi. Et parce que évidemment, parce que ah non, mais je réponds en général et j'explique le point de vue qui est le mien et qui est celui de beaucoup de Français. Par ailleurs, je tiens à élargir un peu le sujet, monsieur. Je pense que vous êtes quelqu'un de très bien, vous levez le matin pour travailler, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que si nous mettons en place la régularisation, nous incitons des personnes de façon massive à tenter la traversée vers la France, parfois au péril de leur vie, pour avoir cet espoir justement de pouvoir, malgré avoir violé la loi française, être régularisé. Et le souci, c'est que, pardon, je finis juste là-dessus, c'est que pour une personne comme vous, qui êtes sûrement quelqu'un de très bien, il y a le risque derrière, en transformant nos frontières en passoires, de faire rentrer des personnes qui, pour le coup, sont beaucoup plus dangereuses. Et je pense évidemment à des délinquants, des criminels, mais aussi potentiellement des terroristes. Et aujourd'hui, il faut quand même comprendre que parmi les conséquences dramatiques de l'immigration sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan des fractures ethno-religieuses aujourd'hui qui sont une poudrière dans notre pays, il y a aussi la question du poids massif de l'immigration sur l'insécurité. Juste, en fait, si vous étiez aux responsabilités, Marion Maréchal, en fait, ce qu'il vous dit, nous sommes confrontés. Marion Maréchal, plus à assimiler. Il vous dit j'aime la France, il vous dit je travaille, j'ai envie de travailler, j'ai envie de rester, je parle très bien le français. Vous êtes aux responsabilités. Très bien, madame, mais non. En fait, vous avez violé la loi française. Vous avez violé la loi française. Votre employeur a violé la loi française. Il y a 5 millions de chômeurs dans le pays. Il y a 5 millions de chômeurs qui n'ont pas... Mais c'est pas de la faute de monsieur. Mais voilà, madame, pardon. Madame, je suis désolée, mais juste... Alors, on va donner la parole quand même à Sabrina Agresti-Roubache. Quand vous appelez une réponse quand est-ce que vous, Madame Maréchal Le Pen, quand est-ce que vous vous êtes bagarré pour que la retraite soit plutôt, par exemple, dans ces métiers-là, pour qu'ils deviennent attirants, pour que les salaires soient plus élevés. Je suis pour un changement sur la question du coût du travail, jamais sur la question sociale, jamais sur la question sociale, jamais sur la question du travail. Vous êtes bagarré. Ça ne vous intéresse. La question du travail des travailleurs ne vous intéresse que quand il s'agit de taper sur les travailleurs. Alors, Sabrina Agresti-Roubache, je voulais dire un mot, ce témoignage vous a touché. Oui, il m'a touché parce que c'est des choses que je connais par cœur, pas seulement chez moi à Marseille. Moi aussi, j'étais chef d'entreprise, mais dans le cinéma, mais mes sœurs qui sont commerçantes, on a eu affaire à des histoires comme les autres et on a aidé, on a poussé, on est allé voir les préfets. Et la réalité, c'est que sur l'article-cabisme, monsieur, je vous réponds aussi, c'est réécrit comme ça à la main des préfets. Et moi, je considère que Ibrahima, qui est là, et ça, je vais vous dire, je l'ai toujours défendu, que des gens qui sont là,
qui travaille, qui pose pas de problème. C'est pas de sa faute si les personne a dit les millions de chômeurs que c'est la faute des responsables politiques comme de chômage. Déjà, on n'a jamais eu un chômage des promesses qu'on ne peut plus tenir. Vous, alors je vais vous dire une petite digression sur vos amis italiens. Vous êtes généreux pour les Français. Non. Une petite digression sur vos amis italiens. Par exemple, on nous a expliqué longuement, et c'était la promesse de campagne, je me rappelle très bien, de Giorgia Meloni. C'est le plus. Non, mais je vais en Italie parce que non, je suis très à l'aise. Je vais revenir. Non, vous inquiétez pas, je vais. Croyez-moi, votre bilan sécuritaire et votre bilan migratoire qui est dramatique. Votre bilan, en tout cas, vos bilans aux élections sont catastrophiques. Non, mais là, et en tout cas, vos idées, comment pas les comptes là. Non, on va pas faire les comptes. Mais juste de dire que sur, par exemple, les OQTF. En Italie, c'est 985, alors que toute la... Vous allez les OQTF, alors que vous avez moins de 10% d'application d'OQTF, et vous allez fanfaronner. On va en parler après. Vous avez un problème avec les chiffres. Je sens que vous avez problème. Non, mais c'est normal, ils inventent des chiffres. Non, parce qu'en fait, j'invente rien du tout. J'invente rien du tout. Je trouve ça extraordinaire que vous fassiez la maligne sur les OQTF. Oui, s'il vous plaît, parce que là, c'est un peu compliqué. Soyez smart, parce que franchement, je pense que le débat mérite mieux que ça. Mais vous me renvoyez à juste pour revenir sur Ibrahima et monsieur le restaurateur, parce que j'ai aussi des restaurateurs dans ma famille, c'est de dire, le témoignage qu'on vient de voir, c'est exactement ce à quoi doit répondre, entre autres. Alors comment est-ce que ce texte y répond? C'est l'article 4 bis, c'est ça? Qui a été réécrit, et tel qu'il a été réécrit, il va être redébattu à l'Assemblée nationale, puisque quand même, on a aussi des députés qui sont la deuxième chambre de nos institutions, et qui vont probablement, bien sûr, revenir, mais revenir pour trouver un consensus. Et juste, je fais une petite précision, parce que j'arrive pas à finir une idée, je suis coupée sans arrêt. Juste vous dire que sur le temps parlementaire, il n'y a pas de temps parlementaire programmé. Donc quand tout à l'heure, le ministre de l'Intérieur disait « on prendra tout le temps », parce que moi, je pense que c'est fondamental, sur un texte aussi important, du moment, vous pouvez penser qu'il est petit, qu'il est moyen, il est grand, mais il est là. Il est là et c'est une demande. Et c'est assumé par la majorité. Et que nous devions aller chercher une majorité, convaincre, penser qu'on n'a pas toujours tort ou raison. A priori, moi, je suis ouverte sur tous les débats. L'AME notamment, tout ce qui est mis sur la table. Mais juste pour répondre, parce que quand il dit « je me lève à 3h du matin », parce que quand même, la petite musique qu'on entend à l'extrême droite, c'est quoi? C'est de dire « ben non, ils sont à la charge des Français ». Non, ils travaillent. Ils produisent des richesses s'ils Alors, moi, je voudrais donner la parole à Didier Lesky. Je suis pris à partie. Non, mais alors, vous réservez votre réponse et votre colère, si vous en avez une. Je voudrais donner... On a évoqué pas mal de chiffres depuis le début de cette émission. Je voudrais qu'on fasse un point clair sur l'immigration. Et on a la chance d'avoir ce soir avec nous, je me tourne vers vous, Didier Lesky. Vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. J'ai des questions très simples, très basiques à vous poser. Comment est-ce qu'on définit qu'une personne est immigrée? Alors, il y a une définition qui a été stabilisée par l'organisme statistique qui s'appelle l'INSEE. Un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger. Il y a aujourd'hui en France à peu près 7 millions d'immigrés et nés étrangers à l'étranger, dont 2,5 millions ont acquis la nationalité française. Est-ce qu'il y a plus d'immigrés aujourd'hui qu'il n'en avait hier? Oui, il y a plus d'immigrés aujourd'hui qu'il y en avait hier parce qu'il y a, depuis en particulier le début des années 2000, une forte progression de l'immigration dans un certain nombre de pays d'Europe. La France n'est pas le pays d'Europe où l'immigration a le plus augmenté. On est aujourd'hui aux alentours de 11% d'immigrés dans la population française. Le nombre d'étrangers dans un certain nombre de pays comme l'Allemagne, l'Autriche atteint presque 19%, 20% en Suède. Donc on est un pays qui, dans cette poussée migratoire qu'on connaît depuis une vingtaine d'années, a relativement maîtrisé la venue d'immigrés. Alors, d'où viennent-ils? De quel pays, précisément? D'abord, je voudrais rajouter, parce que ça fait un moment que je vous écoute comme bien sûr, que réduire la question de l'immigration aux clandestins me semble pas bien, justement, parce que l'essentiel des immigrés qui sont ici sont venus parce qu'ils avaient un droit à venir. Et justement, d'où viennent-ils? L'année dernière, en 2022, les premiers immigrés, justement, qui sont venus sont d'abord des étudiants, près de 108 000 étudiants. La deuxième chose qui est important dans le bloc de ceux qui viennent, c'est ce qu'on appelle l'immigration familiale, avec d'abord les conjoints de Français. Et puis, on a de nouveau, et c'est à mettre en rapport avec le développement économique, puisque pendant très longtemps, l'immigration était corrélée au développement économique. On avait essentiellement des hommes dans les années 60, 70. Aujourd'hui, on a de nouveau une progression économique, et donc on a eu pour la première fois cette année, l'année dernière, 52 000 personnes qui ont obtenu un titre de séjour au titre du travail. Est-ce que c'est une immigration qualifiée qui vient en France? On a souvent ce débat.
Alors, en France, on a une situation un peu particulière par rapport à d'autres pays qui font appel à de l'immigration. On a une immigration qui est qualifiée, mais on a une forte part d'immigration qui n'est pas qualifiée, même si elle peut avoir un droit au séjour, mais qui n'est pas qualifiée. Et tout l'effort que les pouvoirs publics essayent de faire, et je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, c'est de les mettre en emploi, c'est-à-dire de leur apprendre le français pour ceux qui ne connaissent pas le français, mais beaucoup connaissent aussi le français, et puis de les mettre dans des formations qui soient utiles au pays, puisqu'au fond, l'essentiel de ce que veulent ceux qui arrivent, hein, et en particulier quand ils arrivent de manière légale, c'est d'être utiles d'abord à eux-mêmes, c'est la dignité par le travail, et puis à l'ensemble de la société. Donc, d'une certaine manière, il faut renouer avec le travailleur immigré. Vous avez raison, souvent on résume la question de l'immigration aux clandestins, et vous avez fait cette correction à juste titre. Mais combien y a-t-il de clandestins en France? Est-ce qu'on le sait? De quoi est-ce qu'on parle au fond? Alors, de clandestins, on a du mal à définir le nombre de clandestins. On a un critère qui est à peu près objectif, c'est ce qu'on appelle l'aide médicale d'État, et on pourra y revenir avec un peu plus de 400 000 personnes qui se sont inscrits à l'aide médicale d'État. Et puis après, il y a des gens qui disent un sur deux ne serait pas à l'aide médicale d'État. J'ai un peu de doute sur ce sujet, mais donc le ministre de l'Intérieur a dit une fois aux alentours de 700 000. En réalité, on ne sait pas. Ce qu'on sait, par contre, c'est qu'il y a un processus régulier de régularisation, à peu près 30 000 tous les ans, ça fait depuis très longtemps, en particulier dès lors que les personnes travaillent ou sont là depuis 3 ou 5 ans, ont des enfants qui sont nés ici, sont scolarisés, et donc il y a disons, un volant régulier de régulariser. Merci Didier Lesquier, vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Vous serez un peu notre vigie. Vous avez compris depuis le début de l'émission qu'il y a pas mal de batailles sur les chiffres, donc merci d'intervenir quand vous le souhaitez. On a évoqué rapidement depuis le début de l'émission, ça a été cité, les OQTF. Les Français ont appris ce que c'était les obligations de quitter le territoire français. Vous avez rappelé qu'il n'y avait que 7% des obligations de quitter le territoire français qui étaient exécutées. Il y a aussi les arrêtés d'expulsion, l'interdiction de territoire, ou l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, des mesures d'éloignement de plus en plus nombreuses qui sont contestées souvent devant les tribunaux administratifs. Nous allons nous rendre, grâce aux équipes de succession, au tribunal administratif de Lille qui croule, vous allez le voir, sous les contentieux. Un reportage de l'équipe de 13h15. Une nouvelle journée d'audience va s'ouvrir. Christophe Hervouette est le président de ce tribunal depuis 5 ans. Le tribunal administratif de Lille, c'est 41 magistrats, 51 fonctionnaires de greffe. C'est 7 assistants de justice, quelques aides à la décision par ailleurs. C'est un peu plus, au total, une centaine de personnes. Sur 11 250 affaires traitées ces 12 derniers mois, près de la moitié ici concerne le contentieux des étrangers. Vous voyez qu'ici, il y a 6 affaires qui sont appelées dans cette audience d'éloignement. C'est des affaires d'étrangers, ça. Toutes. Pour aujourd'hui? Pour cette salle d'audience, oui, pour aujourd'hui. C'est toujours comme ça? C'est rempli comme ça? Ah, tous les jours, oui. Tous les jours. Tous les matins, et très souvent, pratiquement tous les après-midi aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, il y en a une le matin et l'après-midi. Majoritairement des OQTF, certaines en procédure d'urgence, contestées devant les juges. Voilà, par dossier, on a en général un quart d'heure, quoi, un gros quart d'heure. Si on a besoin de prendre un peu plus de temps, on le prendra. Mais voilà, en général, c'est ce type de temps qu'on a par dossier. C'est suffisant pour préparer une défense? Pas forcément. Cet homme, tunisien de 18 ans, purge une peine pour trafic de stupéfiants. Pour contester l'OQTF décidé par le préfet, son avocat tente de faire la preuve qu'il est arrivé en France avant ses 13 ans, la loi auquel cas interdisant son expulsion. Pour seule preuve de sa présence sur le territoire à cet âge, une carte de piscine municipale. Le document de piscine, il considère que c'est pas suffisant. Ça peut très bien être un voyage, vous êtes venu en France et puis vous êtes reparti ensuite, d'accord. Bon, moi je trouve que c'est contestable, ok, mais effectivement c'est le problème. J'étais en prison 5 mois et demi, je suis en train de faire 6 mois. Ça fait combien de temps que vous êtes en France? Ça fait depuis les 2017. Vous avez compris, votre avocat vous a expliqué un peu? Bien sûr, mon avocat m'a très bien expliqué. J'espère bien que ça sera une bonne note. Moins d'1 heure après la fin de l'audience, la décision du juge tombe. L'obligation de quitter le territoire français est maintenue. À l'issue de la peine de prison, cet homme devra quitter la France, à moins de faire appel. On a une toute petite place dans le système, toute petite, protéger ceux
qui sont réellement dans une situation dans laquelle il y a une erreur qui a été commise par l'administration, finalement. Pour eux, voilà. Je vous ai tout dit quand je vous ai dit ça. Pour ce ressortissant soudanais, sans titre de séjour, c'est une obligation de retour en Italie, premier pays européen où il a effectué sa demande d'asile, qui est contestée. Il avance avec son avocate les mauvais traitements qu'il a subis en Italie. À question, dit-il, de rester en France, il souhaite partir en Angleterre. Non francophone, il est assisté par un traducteur en langue arabe. Il attend du jugement qu'il soit donné suite favorable à sa requête. Décision rendue dans quelques semaines. Le temps consacré au contentieux des étrangers, le nombre croissant d'affaires à traiter, une gageure pour le tribunal. Ça ne déborde pas parce qu'on fait tout pour que ça ne déborde pas. Si j'ai durablement 11 250 affaires qui rentraient en permanence, que je peux en produire un peu plus de 10 000, puisque c'est ce qu'on a fait l'année dernière. Si on arrive à faire un peu mieux, c'est très bien. Est-ce qu'on est capable d'en traiter 10% de plus? C'est pas évident du tout. La France compte 42 tribunaux administratifs. Bon nombre connaissent la même situation. François Ruffin, votre réaction sur ce reportage? Vous savez, on a un gros souci avec les OQTF, avec les obligations de quitter le territoire français, qui est, pour moi, on arrose, on arrose, on arrose. Ça veut dire quoi, on arrose? Ça veut dire qu'on est les champions d'Europe du nombre d'OQTF. Mais en revanche, il y en a très très peu qui sont exécutés. Et ce qui fait qu'on a un épuisement des gens. Moi, je vais dire très concrètement, puisque j'apporte du soutien parfois. Ce sont des mères de famille qui traversent la ville en bus pour aller pointer tous les soirs au commissariat, avec leurs enfants dans les bras. Des honnêtes gens qu'on embête. Avec un épuisement des gens, mais avec un épuisement des agents ensuite. Un épuisement des agents dans les préfectures, un épuisement des agents dans la police, parce que est-ce que c'est le boulot du commissariat de recevoir ça tous les soirs, avec un épuisement des agents dans la justice. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis partisan du ciblage. C'est-à-dire que là, est-ce que M. Ibrahima représente un danger? Est-ce que la mère de famille dont je parle représente un danger? Non. Donc, il s'agit de déterminer qui représente un danger et en revanche, là, mettre tous les moyens. Parce que il y a un mensonge du côté de Mme Le Pen. Il y a un mensonge, c'est de dire, voilà, on a 400 000 à 800 000 personnes qui sont en situation irrégulière sur le territoire français, on va les expulser. C'est pas vrai, parce que ça demande un gros effort. Une expulsion. Et une expulsion demande un gros effort avec... Ça ne va pas de soi. Expliquez-moi pourquoi vous dites ça. Ça demande un gros effort de moyens. Ça demande un gros effort d'un continuum entre la police, la justice. Il faudrait même dire en amont les services de renseignement, parce que pour moi, ça doit être coordonné avec les services de renseignement pour cibler les vrais dangers. Et enfin, la diplomatie. Parce que s'il n'y a pas de diplomatie, il n'y a pas de retour possible derrière. Donc ça veut dire que, vous savez ce qu'a fait l'Italie dans les années 90 pour éviter d'avoir une instauration du djihadisme sur son territoire? Elle n'a pas décidé d'expulser des dizaines de milliers de personnes, elle a décidé de cibler les prédicateurs de haine. Et donc, alors des OQTF ciblés, davantage ciblés. C'est évident qu'il faut bien davantage cibler sur ceux qui représentent un danger. Aurélien Pradier. Aujourd'hui, François Ruffin, vous le savez, vous le voyez, parmi celles et ceux qui sont sous le coup de cette décision de quitter le territoire français, de cette obligation, il n'y a pas que les mères de famille que vous évoquez. Enfin, pardon, mais je dois vous donner des exemples d'actualité d'individus, pardon, je termine, d'individus qui ont commis des actes terroristes, qui étaient sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. Là où il y a, c'est ce qu'il dit. Il dit il faut cibler sur ceux qui sont dangereux et ne pas embêter les autres. Si vous en faites 100 000, vous ne ciblez pas à l'intérieur les 100, les 200, les 500 qui posent vraiment problème à la République. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Plus possible de commencer sa phrase en disant parmi les OQTF, vous comprenez bien qu'on touche aussi des individus qui ne sont pas que des individus dangereux. L'obligation de quitter. Pourquoi on ne peut plus dire ça? Et parce que c'est une manière, au fond, de considérer que, je peux le dire, vous voyez, que la mère de famille... Oui, mais c'est le répéter, même si oui, mais c'est une naïveté à laquelle nous n'avons plus le droit. C'est pas de la naïveté, parmi c'est du les réalisme, obligations, au contraire. Non, le réalisme, c'est de dire que parmi les obligations de quitter le territoire français, il y a des individus dangereux. Mais je veux aller au-delà, si vous le permettez. D'abord, rappelez les chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure. 7% d'exécution dans notre pays. L'Allemagne, c'est 60%, ça a été indiqué dans le reportage. L'Espagne, c'est 30%. Il y a là
Vous contestez ça. Mais c'est une évidence. Enfin, c'est l'Allemagne. Alors, je vais vous dire, est-ce que vous me permettez non, juste Madame la secrétaire d'État, si vous permettez juste que... On va laisser finir. Je vais vous prendre sur l'Allemagne parce que... Pour tout vous dire, on va laisser finir. Pour tout vous dire, ce qui me préoccupe, c'est de voir que ce gouvernement a autant de mal avec les chiffres et avec les réalités. On laisse finir, s'il vous plaît. Ça augure de grandes difficultés sur les débats. Il y a cette réalité-là. 7%, vous ne pouvez pas le contester d'exécution. Ça veut donc dire, si vous faites la soustraction entre les 100 et les 7, qu'il y a quand même massivement 93% des obligations qui ne sont pas exécutées. Vous comprenez bien aussi le problème politique que cela pose. Lorsque des règles sont fixées, qu'un pays contraint à quitter le territoire français, on devrait s'habituer à ce que, au fond, tout cela passe en perte et profit. Est-ce que ce n'est pas aux politiques de reprendre la main? Vous voulez vraiment, oui, c'est un peu l'idée, mais enfin, pardon, nous n'y sommes pas. Vous voulez vraiment que ce soit les magistrats, les tribunaux engorgés qui règlent la politique migratoire sur ce sujet, et je termine, sur ce sujet comme celui de l'immigration liée au travail. Ce que nous proposons chez les Républicains, c'est de reprendre le contrôle. Pas de tout fermer de manière absurde. Des quotas par secteur, des obligations et des contraintes. Et quand on est obligé de quitter la nation française parce que les règles n'ont pas été respectées, on doit la quitter. C'est une question de respect de nos règles. On va retrouver Mohamed Bouafsi, il est aux côtés de Pascal Arel. Pascal Arel, vous avez 59 ans. C'est la première fois que vous vous exprimez à la télévision. Vous étiez dans l'administration, mais depuis 5 ans. Vous ne travaillez plus. Vous avez même quitté la France pour rejoindre l'Espagne. Pascal Arel, racontez-nous ce qui vous est arrivé le 1er octobre 2017. Le 1er octobre, c'est tout a basculé. C'est le jour où j'ai arrêté de vivre. C'est le jour où ma fille a été assassinée avec sa cousine. 1er octobre, sur le parvis de la gare de Saint-Charles, à Marseille. Et depuis, voilà, c'est un jour où tout a changé dans notre vie à tous, dans la famille, puisque ma nièce est partie avec ma fille, donc c'est la fille de mon frère, et donc toute la famille a été vraiment impactée pour toute notre vie. Et aujourd'hui, ça a été un jour. C'était un dimanche. C'était vraiment, je me rappelle comme si c'était hier. Et un dimanche de fête, ma fille était partie passer le week-end avec sa cousine à Marseille. Et elle devait reprendre le train pour revenir sur Lyon. Et elle n'a jamais pris le train. Et on a appris par Google qu'il y avait eu un attentat à Marseille. Et tout de suite, j'ai su que c'était elle. Tout de suite, j'ai senti. Votre fille a été assassinée par quelqu'un qui n'aurait pas dû être sur le territoire français. Qui n'aurait jamais dû être là. Pourquoi aujourd'hui vous avez fait le choix de venir ici face à ces personnalités politiques pour prendre la parole pour la première fois à la télévision? Mais justement pour dire que ça ne devrait plus se reproduire. Qu'aujourd'hui on parle de... Voilà, la politique me fait vraiment sourire parce que je vous entends et je sens qu'il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge, ça fait 6 ans. En 6 ans, il n'y a rien eu de mis en place. Je vous entends et ça me fait vraiment... c'est vraiment un débat qui pour moi, ne me parle pas, qui sert à rien. Moi, je veux du concret, je veux que ça change. Je veux que ça se reproduise pas. Que les personnes qui ne doivent pas être sur le territoire ne soient pas sur le territoire. Que nous, dans notre cas, il n'aurait jamais dû être sur le territoire. Il aurait dû être reconduit immédiatement. Jamais il aurait dû être à Marseille ce jour-là. C'était un Tunisien qui était radicalisé, qui a assassiné votre fille. Pascal, vous m'avez dit, si je prends la parole aussi, c'est parce qu'il y a quelques semaines, j'ai vécu un deuxième drame, un électrochoc, c'est la mort du professeur Dominique Bernard à Arras. Là aussi, vous avez eu l'impression de revivre ce drame. Oui, on est reparti sur le même schéma et moi j'ai revécu encore le même drame, même 6 ans après, même si ça m'a jamais quitté, puisque je vis au quotidien avec ça. Mais le fait que voilà, ça se reproduise ce 13 octobre, en plus c'était 3 jours après l'anniversaire de ma fille, Laura, qui aurait dû fêter ses 21 ans ce 10 octobre 2017. Et voilà, ce qui est arrivé à Dominique Bernard n'aurait jamais dû arriver. Et moi, ça m'a fait revivre la même chose, ça m'a fait revivre ce qui n'aurait jamais dû arriver. Aurélien Pradier a rappelé des chiffres. La France expulse 7%
seulement des OQTF. C'est ce qui est arrivé aussi à votre fille. C'était un délinquant tunisien qui n'aurait pas dû être en France. Quand vous entendez ce que vient de dire Aurélien Pradier, 7%, vous réagissez comment? 7%, c'est rien. Vous me dites 34% en Espagne, 68% en Allemagne. Non, pourquoi? Pourquoi 7%? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut simplifier? Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'être venu témoigner ce soir. Et on attend évidemment la réponse, votre réponse, Sabrina Agresti-Roubache. Elle dit au fond, depuis la mort de ma fille, il ne s'est rien passé. On n'a rien fait. C'est pour ça. Et elle dit ce débat ne sert à rien. La politique ne sert à rien. Elle a bien raison. Ah bon, elle a raison? Non, de le penser. Elle a perdu son enfant. Elle a perdu son enfant. Donc vous voulez que je lui explique? À cause de la défaillance de l'État. Non. Plusieurs choses. Non, je ne vous permets pas. Là, non, mais on va essayer. Juste, si vous me laissez finir juste un raisonnement, j'arrive pas à finir une phrase. Vous êtes en retard de temps de parole, voilà, allez-y. Donc, la première chose, sur l'Allemagne, vous avez tort. Parce que l'Allemagne, en fait, quand on parle d'exécution, de quitter le territoire... Il faut lui répondre, vous ne pouvez pas répondre sur l'Allemagne. Parce qu'elle a fini avec l'Allemagne, c'est pour ça. Non, mais c'est parce que la dame... Qu'est-ce qu'il y a? Alors, pardonnez-moi, je vais faire mon travail. Non, stop. Non, mais juste, si vous me permettez... Qu'est-ce qu'il y a dans la loi? Qu'est-ce qu'il y a dans la loi qui répond à ce qui a été dit? Alors, la première chose, c'est de pouvoir expulser 4000 personnes qui n'ont plus rien à faire sur le territoire. Cette loi pourra ça. La deuxième chose, c'est de diminuer et de diviser, si vous le permettez, je préfère finalement vous parler à vous, diviser par 3 le nombre de recours. Parce que la réalité, c'est que quand il y a une obligation de quitter le territoire, vous savez, 12 recours, on baisse le nombre de recours devant les instances qui s'occupent de ça, devant l'OFPRA, et en divisant le temps, le nombre de recours, on divise le temps. L'autre chose, on a parlé de diplomatie. Évidemment qu'il fallait reprendre tout de suite, la voie diplomatique. Parce que les laissez-passer consulaires, c'est pas qu'on ne veut pas les expulser, c'est que les pays ne les reprennent pas. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On se retrouve bloqué comme on se retrouve. Et je connais bien l'histoire de Marseille, parce que je suis à Marseille, et que je me suis intéressée de près, c'est qu'il y a eu, et je le dis, c'est public, une faute administrative, et il y a eu une sanction administrative parce que l'information n'est pas remontée au bon moment. Donc ça, c'est la réalité. Et moi, ce qui me tue, et permettez-moi de finir sur ça, parce que comme madame a fini, non mais juste madame, comme vous avez fini par l'Allemagne, je voulais juste vous répondre sur ce chiffre, parce que c'est dingue quand même non mais pareil, c'est dingue, c'est de faire une querelle. Mais non, mais si c'est le sujet, c'est ça qui est dingue. C'est ça, mais parce que non, mais parce que répondez à cette dame, je réponds à cette dame que ce projet de loi, est-ce que vous mesurez je mesure le fossé entre votre loi et la réponse de votre loi par rapport à la situation? Vous me laissez. Encore une fois, si à chaque fois vous me coupez, je vous dis, j'arrive pas à finir un raisonnement. Il y a eu plus de 15 000 éloignements, et évidemment que si vous on met ce témoignage qui est terrible, la réalité, c'est que évidemment qu'on doit être plus puissant, plus fort sur les exécutions. C'est ça qu'elle veut entendre. Et oui, mais la réponse, elle doit être politique, elle doit être courageuse, on ne doit plus trembler au moment... Et alors, pareil, je reviens juste sur la possibilité... Ce monsieur aurait dû être, cet assassin aurait dû être en centre de rétention. Il a été libéré. Et maintenant, dans cette loi, il ne pourra plus être libéré puisqu'on demande au juge de le garder en centre de rétention et que tous les délinquants, tous les assassins, bien sûr, doivent être expulsés de notre territoire, qu'ils viennent. J'ai été prise à partie par M. Ruffin tout à l'heure, j'aimerais bien pas prise à partie, c'est un peu fort. J'ai été interpellée par M. Ruffin. Rapidement, non, mais parce qu'il y a quand même quelque chose de très intéressant. M. Ruffin, vous dites qu'il faut expulser de manière ciblée les personnes qui sont dangereuses. Mais pardonnez-moi, en fait, on ne sait pas qu'elles sont dangereuses jusqu'au moment où elles ont frappé. Hier, il y a un jeune homme de 14 ans, sans papier, qui a agressé un rabbin en pleine rue, jusqu'à ce que ce jeune homme frappe et agresse ce rabbin. On ne savait pas qu'il était dangereux. Et je trouve ça d'une naïveté extraordinaire que d'imaginer qu'on puisse continuer ainsi à laisser sur notre sol des personnes qui ne devraient pas y être et qui ont des conséquences dramatiques. Est-ce que vous connaissez, on parle de chiffres depuis tout à l'heure, est-ce que vous connaissez... Non, il n'y a aucune confusion. Il n'y a aucune confusion. Il n'y a aucune confusion. Monsieur Ruffin, moi, c'est à madame que je veux répondre. Non, mais monsieur Ruffin, c'est tout à fait lié à ce que dit madame. Il y a 25% aujourd'hui des prisonniers dans nos prisons qui sont des détenus étrangers. Il y a 50% de la délinquance à Paris et à Marseille qui sont le fait de délinquance étrangère. Parmi les actes antisémites
antisémites qui frappent la France depuis 3 semaines, il y a 20% d'entre eux qui sont le fait de personnes étrangères. Ce que je suis en train de dire à madame, est-ce que vous devriez entendre, c'est pas un témoignage anecdotique, c'est un phénomène de société. Et vous dites, on va faire de manière ciblée, on va attendre que les gens agressent, que les gens violent et que les gens tuent avant de pouvoir les expulser. Non, c'est en amont qu'il faut travailler. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Ce que vient de dire madame, on doit l'entendre avec émotion. Parce qu'il n'y a pas de drame plus terrible que de perdre un enfant. Et de perdre un enfant en plus par cette tragédie. Et que c'est un échec. C'est un échec de la République, c'est un échec du pays. Et c'est un échec, d'autant plus quand on connaît votre histoire. On voit que ce n'est pas seulement l'assassin de votre fils, de votre fille, excusez-moi madame, qui était radicalisé, mais c'est aussi son frère qui a fait un aller-retour en Syrie, et son autre frère, c'est toute une fratrie. Et que la question, c'est, il faut qu'on voit ça. Dire que quand même, depuis quelques années, les effectifs des services de renseignement en la matière ont été... Un ministère de l'intégration et la régularisation. Parce que pourquoi je propose ça? Parce que je veux m'adresser à madame avec franchise, avec sincérité. Est-ce que je vais confondre monsieur Ibrahima là-bas? Est-ce que je vais confondre les ouvriers qui travaillaient chez ce restaurateur avec l'assassin de votre fils? Non, il n'y a pas de votre fille, pardon. Il n'y a pas de confusion à opérer en la matière. Il n'y a pas de confusion. Et donc, il s'agit de repérer et donc de mettre des moyens dans les services de renseignement. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ensuite, les services de police, les services de justice ne soient pas noyés au milieu des cas qui sont anecdotiques. Mais qu'au contraire, les cas les plus graves soient identifiés, soient ciblés, et qu'ensuite, la diplomatie fasse son travail. Vous savez, quand on discute avec les préfets, quand on discute avec les diplomates, ils expliquent très bien comment ils sont noyés au milieu de ces centaines de milliers d'OQTF, et que du coup... Et qu'il n'y a pas de laissez-passer consulaire. On perd au milieu les cas les plus graves. Alors, on va regarder ce qui se passe à l'étranger. C'est parfois très éclairant. Merci Aurélien Pradier d'avoir été avec nous ce soir. On va retrouver des duplex à l'étranger, des correspondants de France Télévisions tout de suite. Aurélien Pradier, vous vouliez dire un mot? Oui, je voulais dire un mot pour répondre concrètement aux choses. Notre sujet, c'est la capacité d'expulsion. Vous l'avez précisé, le cas de cette situation est le cas d'un Tunisien. Les laissez-passer consulaires dont nous parlons tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, Madame la Secrétaire d'État, dans ce texte, une seule disposition qui torde le bras aux pays qui ne veulent pas récupérer leurs ressortissants? La réponse est non. Et nous savons comment installer un rapport de force, sur lequel nous devrions d'ailleurs être tous d'accord, y compris François Ruffin, au regard de ce que vous avez dit tout à l'heure. La contrainte, c'est de dire à ces pays, s'il n'y a pas de laissez consulaire, nous ne donnons aucun visa de tourisme et nous cessons avec les aides au développement. On appelle ça la diplomatie. S'il n'y a pas... Non, ce n'est pas la diplomatie, c'est la loi de la République. Et vous mélangez les deux. Mais je voudrais, si vous me permettez, juste une chose. Il faut voir ce que ce drame nous renvoie, nous responsables politiques, quelles que soient nos convictions. C'est l'impuissance. C'est ce qu'elle vous a dit. Madame, vous l'avez dit avec les larmes d'une mère qui a perdu sa fille. Je pense que nous devons repartir d'ici, nous, notre génération politique en particulier, en nous disant que désormais, si on continue sur des sujets aussi essentiels à bricoler, nous serons coupables du pire. Nous devons, les uns et les autres, être radicaux dans les propositions et les mesures que nous portons. Il en va de la mémoire de votre fille, mais aussi des valeurs du pays et peut-être même de l'avenir de la responsabilité politique. Merci beaucoup Aurélien Pradier. Vous allez laisser votre place à Arnaud Murgia, qui est maire d'hiver droite de Briançon. Merci d'avoir participé à ce débat. Et puis on va finalement voir comment ça se passe à l'étranger. On va être en duplex, et nous sommes en duplex avec Thibaut de Barberac. Bonsoir Thibaut, vous êtes à Berlin. On se souvient que l'Allemagne avait une politique d'accueil. On se souvient que l'Allemagne avait accueilli 1 million de Syriens, c'était en 2015. Et de nouveau plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens récemment, avec naturellement la guerre en Ukraine. Aujourd'hui, comment se passe cette intégration ? Écoutez, on peut dire que jusqu'au printemps dernier, cela semblait se passer plutôt bien. L'intégration de ces migrants était présentée par le chancelier Olaf Scholz et par certains milieux patronaux comme une opportunité pour le pays. Pourquoi ? Parce qu'il y a 2 millions d'emplois vacants ici. Et selon une étude de l'Agence fédérale pour l'emploi, il faudrait qu'il y ait tous les ans à peu près 400 000 travailleurs qualifiés qui arrivent sur le marché. Alors certains patrons disaient, pourquoi ne pas les faire venir depuis l'étranger ? Au forum de Davos en janvier, Olaf Scholz disait lui-même, nous accueillons avec plaisir tous ceux qui sont prêts à se retrousser
retrousser les manches. Alors au printemps, le gouvernement a fait passer une loi pour faciliter l'arrivée de travailleurs étrangers. Il s'agit de la mise en place d'un système à points en fonction de leur formation, de leur maîtrise de l'allemand, de l'anglais, en fonction de leur expérience professionnelle. Ils obtiennent des points et ils peuvent venir travailler plus facilement ici en Allemagne en évitant pas mal de tracasseries administratives. En gros, le principe, c'est de dire si vous avez à l'étranger un spécialiste de l'intelligence artificielle, on préfère qu'il vienne travailler ici dans une entreprise allemande plutôt qu'il aille aux États-Unis où il aura sans aucune peine une carte verte. On en était là lorsqu'il y a quelques jours, dans cette interview au Spiegel, retentissante, le chancelier Olaf Scholz change totalement de discours et il dit dans ce journal « Il faut que nous expulsions massivement tous ceux qui n'ont pas le droit de rester en Allemagne ». Effectivement, c'est un revirement. On se souvient de la politique d'accueil de la... Je vous salue parce que vous êtes arrivé. Bonjour. On était en pleine discussion avec Thibault de Barberac. Arnaud Murgia, vous êtes maire d'hiver droite de Briançon. Vous êtes soumis à une pression au quotidien sur les questions migratoires. On va y venir dans un instant. Peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit sur l'Allemagne, qui à un moment donné avait dit on va ouvrir, parce qu'on a besoin de bras, de main-d'œuvre, et qui aujourd'hui se retrouve dans une difficulté avec l'extrême droite, l'AfD, qui monte, et un chancelier qui... Quand vous dites extrême droite, moi je suis pas d'extrême droite. Hein, ah bon non, je ne vais pas regarder François Ruffin, je vais avoir du mal. Pas de problème. L'autoritarisme, l'antiparlementarisme, c'est très clair. En tout cas, qui a décidé de changer de stratégie. François Ruffin allez, vous savez qu'il y a quelqu'un qui calcule les temps de parole. Allez-y. Non, c'était vraiment... Je vous dis parce que je pense que pour les Français, c'est important d'avoir des choses précises. Quand tout à l'heure, je suis revenue plusieurs fois sur les obligations de quitter le territoire en Allemagne. Ça vous intéresse pas l'Allemagne ? Si, de l'Allemagne, justement. C'est qu'en fait, eux, ils donnent tous les critères pour quitter le territoire quand ils sont sûrs que la personne va quitter le territoire. C'est ce qui explique en fait leur taux élevé en termes d'OQTF, d'exécution d'OQTF. C'est tout ce que je voulais dire. Après, je reprendrai. Allez-y. Moi, j'aimerais faire un petit rappel quand même, parce que j'ai l'impression qu'on passe à côté de l'essentiel. Dans le parcours de l'assassin de Morane et Laura, sachez pour votre parfaite information que ce monsieur a travaillé dans le BTP, les fameux métiers en tension sans papier en Italie. Voilà. Et ensuite, il est arrivé en France et il a fait ce qu'il a fait. Donc l'excuse, si vous voulez, de dire ils arrivent, ils travaillent, donc formidable, ils sont gentils, puis on va attendre qu'ils violent, qu'ils attaquent, qu'ils agressent et qu'ils tuent pour ensuite considérer qu'ils doivent être expulsés. Pardon, il y a un autre sujet. Non, mais il y a un autre sujet. Il y a un psychopathe en puissance à chacun de nous, alors. Excusez-moi. Excusez-moi, mais du moment où on a une certaine couleur de peau, il y a du psychopathe qui sommeille. Ce que vous avez l'air de ne pas vouloir voir, monsieur, c'est que l'immigration aujourd'hui qui arrive en France est une immigration, ça ne vous aura pas échappé, principalement d'origine africaine, très majoritairement musulmane, qui devient dans sa jeunesse, et vous le savez très bien, monsieur, vous êtes le premier d'ailleurs à le dénoncer, ce sont des femmes. le dénoncer, qui devient un vivier et le terreau du développement de l'islamisme dans notre pays, parce que vous le savez, vous le dites parfois même vous-même, quand c'est pas votre patron qui va défiler avec les islamistes du CCIF pour dénoncer l'islamophobie. Vous-même, vous êtes un petit peu plus lucide. Vous savez très bien que l'immigration de masse, à travers l'immigration clandestine et l'immigration légale incontrôlée, finit par devenir communautariste, empêche l'assimilation, empêche l'intégration, permet aujourd'hui à des idéologies. Mais vous comprenez pas que... Je suis étonnée que de votre part, vous n'embrayez pas sur le sujet que nous essayons de mettre sur la... Non, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis, je suis très étonnée de votre part. Vous êtes candidate aux élections européennes, que vous n'embrayez pas sur le sujet qui se pose à vous tous collectivement, la question dont vous dites la maîtrise des frontières et la question de l'Europe, la façon dont l'Europe répond... C'est la seule question. La façon dont l'Europe peut répondre aux questions migratoires. Vous êtes très étonné. Moi, excusez-moi de remettre quand même le sujet, parce que là, on peut être dans des débats très bien techniques, revenir sur la loi. Moi, je vais vous en parler. J'ai plein de choses à dire sur la loi. J'essaye simplement de revenir à l'essentiel, parce qu'on n'a pas du tout parlé depuis le début du lien aujourd'hui entre l'immigration de masse que certains veulent continuer à organiser et à favoriser et le développement de l'islamisme dans notre pays, qui a été à l'origine du drame qu'a vécu madame, sa fille et sa nièce. Donc, je veux juste, à un moment donné, qu'on comprenne, parce que c'est le cœur du sujet, que si on ne réduit pas l'immigration en amont, évidemment qu'on crée les conditions de développement de l'islamisme et de la manque de cohésion nationale. L'Europe, revenons-en, je suis d'accord avec vous. Oui. Et c'est là où d'ailleurs c'est pour ça que je porte une politique d'intégration et qu'on porte l'intégration par la langue et le travail. En ayant appris français, si vous voulez, à l'homme en question, que je pense que ça aurait changé grand-chose. En l'occurrence, sur la question de l'Europe, vous avez raison, et c'est là où malheureusement, je crains que ce projet de loi soit très en deçà de ce qui est attendu, c'est qu'ils font non seulement évidemment un changement de la loi, mais il faudrait aussi
une réforme constitutionnelle que le président aujourd'hui ne veut pas faire parce qu'il y a eu énormément de blocages au niveau de la jurisprudence constitutionnelle. Il faudrait. Je viens de vous le proposer. Il faudrait probablement pas quelle question poser, sortir en fait. Je pense que ça doit être de la Cour européenne des droits de l'homme. Il faudrait être capable d'engager un véritable bras de fer avec les institutions européennes, ce qui n'est pas fait, parce que ce qui est vrai, c'est que, vous le savez, vous êtes contraints par le cadre européen aujourd'hui. Or, rien n'est fait pour aller aujourd'hui porter la voix c'est pas seulement des Oui, alors je vous remercie de prendre la parole sur le sujet de l'immigration. Je précisais que vous êtes maire de Briançon. Une ville merveilleuse. Magnifique. Merci. Dans les Alpes du Sud, pas loin, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que vous voulez dire sur le rôle de l'Europe et la façon dont l'Europe doit répondre à cette question? Je crois juste que le sujet est un peu plus complexe. Moi, je suis maire, je vis cette situation au quotidien. On est à 12 km de la frontière italienne, et vous le savez. Et beaucoup de choses ont été dites jusqu'alors, et je ne me pose pas du tout en faux sur le débat tel qu'il est. Mais on ne peut pas ne pas évoquer le sujet européen et ne pas l'évoquer que sur le sujet de la jurisprudence de la CEDH, qui a parfois bon dos, parce qu'on a plein de jurisprudences différentes sur ce sujet, notamment certaines qui reconnaissent... Tout à fait, bien sûr, mais à ce stade, on a encore un ministre de l'Intérieur assez courageux pour, à ce stade, justement, notamment sur la question, et vous le savez très bien, des reconduites à la frontière, qui pose un vrai problème, si la CEDH, en l'occurrence, nous interdit à nos policiers de reconduire à la frontière. Chez moi, ça posera un problème concret, puisque depuis tout à l'heure, on parle... Qu'est-ce qui se passe chez moi? C'est qu'à partir du moment où on n'a pas les forces de l'ordre et les effectifs suffisants pour sécuriser la frontière, on peut avoir jusqu'à 150, 200, 250 personnes par jour qui passent de manière illégale, ce qui est une situation extrêmement difficile à gérer dans une ville de 12 500 habitants et dans notre bassin de vie. Mais le sujet européen va plus loin, c'est-à-dire qu'on est à la frontière italienne, et à ce stade, il y a quand même une sorte de non-sens à ce que finalement, entre deux pays européens, seuls les Français contrôlent la frontière, les Italiens, eux, contrôlent la frontière de leur côté, alors qu'on sait très bien que le problème migratoire, il est divers. La Pologne a eu des problèmes migratoires, l'Espagne a eu des problèmes migratoires. C'est un sujet sur lequel on doit lutter tous ensemble, et à 27. Parce que finalement, on voit bien que les Italiens regardent finalement d'un bon œil le fait que les migrants à Turin passent la frontière par chez moi, ça dérange finalement pas grand monde. Et ce sujet-là, si on veut le régler, moi je pense très franchement que nous mentons aux gens si on explique que ce problème est franco-français. Il l'est, mais il ne l'est pas que. Alors justement, on a la chance d'être avec Valérie Astruc. Valérie Astruc, bonsoir. Vous êtes en direct de Bruxelles depuis 3 ans. C'est vrai que ça fait quand même 3 ans. L'Europe tente de se mettre d'accord sur un pacte asile-immigration imaginé par la Commission. Où en sommes-nous aujourd'hui des discussions autour de ce texte? Et surtout, qu'est-ce qui bloque? Alors, ce qui bloque encore, c'est la relocalisation des migrants en cas d'afflux massif. En théorie, tous les États membres auront un devoir de solidarité, c'est-à-dire qu'ils devront soit accueillir une partie de ces migrants, soit apporter une contribution financière à hauteur de 20 000 € par réfugié. Problème, la Hongrie et certainement la Slovaquie ne veulent même pas payer et menacent de brandir leur veto. En revanche, tout le monde semble d'accord pour mettre en place un filtrage quasi automatique aux arrivées afin de sélectionner ceux qui sont éligibles aux droit d'asile. Et pour ça, les empreintes biométriques, la reconnaissance faciale, les partages de données devraient monter en puissance. Reste une inconnue, les expulsions qui supposent évidemment l'accord des pays d'origine. En tout cas, Bruxelles voudrait faire adopter ce pacte asile-immigration avant les élections européennes de juin prochain. Objectif, convaincre l'opinion européenne que l'Europe, justement, veut maîtriser et contrôler l'immigration sur son sol. Merci beaucoup, Valérie Astruc. Vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit? La solution viendra du pacte asile-immigration européen. La solution sera européenne puisque le problème est mondial. Donc dire uniquement que la France est touchée, non. Sur à peu près 1 million de demandes d'asile, la France en a pris 13% et l'Allemagne a pris la plus grande part. Je crois qu'on est à peu près à 41%. Donc évidemment que la solution est globale. C'est un problème global, mondial. Donc je compte sur nos amis. Je suis profondément européenne et je crois que la Marion Maréchal, le Danemark a changé ses règles nationales de manière drastique. Et pourtant, les demandes d'asile ont chuté de manière tout aussi spectaculaire. Merci beaucoup. Il y a quand même des marges de manœuvre au niveau national qui sont Merci beaucoup Marion Maréchal d'avoir été avec nous pour ce débat.